Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Les sommaires de ce journal, dans le but de lutter notamment contre les infiltrations massives, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, annonce la mise en place d'une nouvelle procédure de délivrance des certificats de nationalité congolaise. Ce document sera désormais délivré après l'avis favorable de l'ANR et la DGM. La République démocratique du Congo prend des mesures pour renforcer la surveillance aux frontières face à la résurgence des Covid-19 sur son territoire. Dans son note d'information et d'orientation adressée notamment aux coordonnateurs provinciaux de l'hygiène aux frontières et au secrétariat général de la santé, les directeurs du PNHF fait état de la situation globale de l'augmentation des cas de grippe et des deux sonnettes d'alarme par le Cameroun. Je l'ai dit dans les titres, les directeurs du programme national de l'hygiène, à travers une note d'information et d'orientation adressée notamment aux coordonnateurs provinciaux de l'hygiène aux frontières et au secrétaire général de la santé publique et l'hygiène, informé de la résurgence des cas de coronavirus. Dans cette note, les directeurs des PNHF fait état de la situation globale de l'augmentation des cas de grippe, mais aussi martelé sur les pays frères touchés par cette maladie, notamment le Cameroun et le Sénégal. Pour ce faire, les PNHF demandent notamment la surveillance, j'y arrive, épidémiologique à travers les screenings, observations visuelle, prise de la température, remplissage de la fiche sanitaire et la recherche des facteurs d'exposition, l'isolement temporaire, les dépistages secondaires, les pré-listages des contacts, les référencements pour les prélèvements et la prise en charge, les préventions et les contrôles de l'infection et la communication sur les risques et engagements communautaires dont les POE et leurs primaires des 400 mètres. La première ministre, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, reçue ce mardi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'épouse du chef de l'État Félix Tshisekedi, a présenté ses félicitations à la nouvelle chef du gouvernement pour sa nomination avant de rappeler les plaidoyers de sa fondation Denise Nyakero Tshisekedi concernant le secteur de santé mais aussi de l'éducation. Images et commentaires. Pour cette rencontre entre les deux hautes personnalités féminines de la République démocratique du Congo, les sourires et tous les corollaires d'une bonne convivialité y étaient bien perceptibles. À la primature, accompagnée de quelques cadres de sa fondation, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, est venue pour un suivi de ses plaidoyers à l'endroit du gouvernement national. Au cours de cette séance de travail, à laquelle ont pris part également les ministres de la Santé, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et universitaire et des recherches scientifiques, la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a point par point rappelé la nature de l'air déshydratat concernant entre autres la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille, l'accompagnement du programme Excellencia, ainsi que les déploiements des troupes féminines dans les zones des conflits afin de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes. La fondation Denise Nyakero Tshisekedi a déjà enregistré plusieurs avancées dans ces différents axes d'action et attend une réponse favorable du gouvernement souminois. Alors, la distinguée première dame, comme vous le savez, elle porte la question de la drépanocytose. Elle a un plaidoyer qui porte sur 7 points. À ce jour, on ne peut pas dire qu'on est déjà arrivé, mais on n'est pas non plus là où nous étions il y a 5 ans. Comme on a pu le voir, le centre de médecine mixte et d'anémie SS, le centre Mabanga Yolo, a été complètement réhabilité. L'état dans lequel ça se trouve actuellement, je pense que les malades qui y sont soignés n'ont rien à envier de ce qui se passe à l'extérieur. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu des pas considérables et nous sommes en train d'avancer. Le programme Excellencia aujourd'hui, c'est après 5 ans, donc notre 5e édition, nous sommes aujourd'hui à 313 boursiers.
qui sont inscrits à l'international, tout comme dans nos universités locales. La plupart d'entre eux sont des meilleurs dans leurs universités, dans leurs filières. Ils font partie des meilleurs des meilleurs. La première dame n'a pas manqué de remettre quelques présents à la chef du gouvernement en guise de félicitations pour sa nomination comme première femme, première ministre de la République démocratique du Congo. Et de son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, accrédité en République démocratique du Congo, Lissi Tamlin, au cœur de la rencontre, l'assistance à la police nationale congolaise et la sécurité des populations après les départs de la MONUSCO. Suivez. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique est d'abord venu pour une prise de contact avec Jacquemain Chabani, le nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le pays de l'oncle Sam, qui est l'un des partenaires de la RDC, veut également des assurances du gouvernement congolais en matière de sécurité après les départs de la MONUSCO, dont le processus de désengagement est en cours. Nous avons parlé un peu de l'importance d'avoir un dispositif de police pour remplacer la MONUSCO à le départ de MONUSCO et nous étions, nous deux, totalement d'accord que ce que la population veut, c'est la présence de la sécurité civile pour sauvegarder la communauté. Donc voilà, c'était une très bonne discussion et nous, les États-Unis, nous sommes prêts à continuer cette assistance et nous attendons de renforcer cette collaboration. Merci. Lissi Tamlin est sortie heureuse de la qualité des échanges avec Jacquemain Chabani. Les États-Unis, a-t-elle dit, sont prêts à continuer leur assistance à la police nationale congolaise. Je l'ai également dit dans les titres, la délivrance du certificat de nationalité congolais sera désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement et la Direction générale des migrations. La nouvelle a été annoncée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux ce mardi 2 juillet. Cette mesure, a-t-il souligné dans un communiqué, est destinée notamment à lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du dit certificat à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. Les services de l'ANR et de la DGM sont donc invités à vérifier rigoureusement sur toute l'étendue du territoire national que les demandeurs de certificat de nationalité ont effectivement la nationalité congolaise, insiste Maître Constat Moutamba. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe a débuté le lundi 1er juillet 2024 l'instruction de l'affaire du coup d'état manqué à Kinshasa et de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe. Pour ce jour, le tribunal a commencé avec les auditions des prévenus, mais aussi répondre aux messages, aux mémoires uniques déposées par la défense de Jean-Jacques Windo, l'un des prévenus. L'audience qui s'est tenue jusque dans la soirée et le tribunal militaire a décidé de renvoyer l'affaire au vendredi 5 juillet prochain. Au cours de l'audience foraine qui s'est tenue à la prison militaire d'Endolo sur les fonds de l'affaire sur le coup d'état manqué à Kinshasa, plusieurs prévenus ont été interrogés par la juridiction militaire, notamment sur leur implication dans les infractions poursuivies. Le prévenu Youssouf a raconté leur parcours. Voilà que ce même maintenant pour pas camion là il va aller va jeep mais va aller va soldat toi il dit va aller sur le il dit va qui comme ça c'est que bien pas ça donc il y a déjà qui la camion même va ça il y a pas soldat était mal bosso ouais mais le quoi les athées c'est gazate et puis quand on va y voilà oh le président même à quelle fête.
Lors de cette même audience, Jean-Jacques Ondo, un des prévenus dans cette affaire, a déposé mémoire unique à travers lequel il a formulé plusieurs demandes, notamment l'annulation du procès verbal destiné à être utilisé comme renseignement, remise de son téléphone, son ordinateur, sa voiture et aussi son transfert dans un centre spécialisé pour des soins appropriés. Ces demandes ont été jointes au fond, excepté celle du transfert. Celle-ci a été rejetée au motif que les prévenus n'a pas apporté de preuves de sa maladie. Il serait invraisemblable pour le tribunal de demander qu'on puisse transférer des véhicules que lui n'a jamais vu, qu'il n'a pas instruit par rapport à cela, le prévenu n'a pas déclaré cela. Il sera aussi difficile que le tribunal demande des téléphones à l'année pendant que le prévenu n'a pas comparé par le gouvernement. Ce sont des questions qui touchent au fond même de l'instruction. S'agissant de l'expertise, c'est une matière qui relève de la preuve. Et la preuve touche au fond. Cette expertise-là sera débattue contradictoirement à l'audience. Donc, pour ces trois moyens-là, le tribunal joue ça au fond. Et c'est quand on va aborder le fond qu'on doit revenir sur toutes ces questions-là. Le tribunal militaire a décidé de renvoyer l'affaire au vendredi 5 juillet 2024 pour les auditions des autres prévenus. 5 juillet 2024, en ce lieu, les prévenus sont... Et de l'autre côté, la Cour des comptes, ségeant en matière de discipline budgétaire et financière, ce mardi, DGE a appelé à son audience publique de séjour le directeur général intérimaire de Metelsat. Ce membre du comité de gestion de cette agence est poursuivi notamment pour faute de gestion, fait passible à une condamnation conformément à la loi sur les finances publiques. Après l'audition de l'accusé, l'affaire est renvoyée au 16 juillet pour les auditions de témoins. Reportage. Après la condamnation des deux comptables pour faute de gestion, les ministères publics de la Cour des comptes poursuivent ce jour Joseph Itela, DG intérimaire de Metelsat. Il est poursuivi notamment pour s'être procuré des avantages injustifiés en tenant un préjudice pour la Metelsat. Signature de plusieurs chèques faisant le total des 5 200 $ retirés à la banque et jamais retracés dans la comptabilité de cette agence. Pour le ministère public, ces actes sont punissables par l'article 129 de la loi relative aux finances publiques. Joseph Itela Irondo s'est procuré à lui-même des avantages injustifiés, entraînant un préjudice pour la Metelsat, fait prévu et puni par l'article 129, alinéa 1er, -5, et alinéa 2 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Après l'audition de l'accusé sur les faits commis, notamment sur l'appel des fonds, la signature des chèques, des faits que les prévenus a reconnus. La défense a demandé la comparution de la caissière, du directeur financier et du trésorier pour clarifier notamment sur la sortie et la gestion des fonds. Et si cela est ainsi prévu par la loi que celui qui a dénoncé, parce que nous devons partir à la genèse. Cette affaire a été mise en mouvement par le sieur, le monsieur Mukonki. C'est lui qui a actionné cette action. Je ne sais pas. On va lire la loi, on va voir si il est permis que celui qui a saisi ou actionné le tribunal soit aussi témoin. Le tribunal a donc renvoyé l'affaire au 16 juillet prochain pour audition des témoins avant la plaidoirie, puis la sentence finale. Cette audience s'est tenue en présence du premier président de cette juridiction qui contribue par ses missions des vérifications et des contrôles de conformité à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes de réduction des comptes.
Il n'y a aucune mégestion à la Société nationale d'électricité. Par contre, les conseils d'administration et la direction générale de la SNEL travaillent sans relâche pour accroître l'efficience de cette entreprise et s'assurer de l'amélioration sensible de la qualité de l'énergie électrique fournie. Dans le droit strict des dispositions légales en vigueur, la SNEL annonce à travers un communiqué que les initiatives seront entreprises à l'égard du compte de réseaux sociaux ayant publié des fausses informations à son égard. Clôture le lundi 1er juillet à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session ordinaire de mars 2024. Félicitant les élus provinciaux pour le travail réalisé durant cette session, le président de l'organe délibérant de Kinshasa a recommandé au gouverneur de la ville de Kinshasa de faire de la lutte contre l'insalubrité, l'insécurité et l'écoulage des recettes sa priorité de priorité. Après plus de 3 mois des travaux parlementaires, les députés provinciaux de Kinshasa ont clôturé en beauté la session ordinaire de mars 2024. En présence des autorités politico-administratives et policières de la ville de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale a, dans son discours de clôture, formulé 9 recommandations au nouveau gouverneur de la capitale congolaise. Ces recommandations devront être appliquées en priorité pour le bien-être de la population quinoise. Les 9 recommandations sont la lutte contre l'écoulage des recettes publiques et la renégociation en urgence des contrats de Kinshasa et un caractère léonin, la sécurisation des personnes et de leurs biens, la promotion et protection des droits humains, la lutte contre l'insalubrité, les paiements réguliers des salaires et frais de fonctionnement des services publics émergents au budget de la ville, la création des conditions sociales favorables pour que tous les quartiers reculés de Kinshasa bénéficient de l'accès à l'eau et à l'électricité, la lutte contre les constructions anarchiques, la lutte érosive, la création et l'aménagement des infrastructures des bases. L'investiture du gouvernement provincial étant la dernière étape, une session extraordinaire sera convoquée quant à dans les tout prochains jours. Et ce communiqué de la Direction générale des recettes de Kinshasa qui rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer, c'est que l'échéance mensuelle du mois de juin 2024, trimestriel ou semestriel, premier semestre 2024, est fixé au plus tard mercredi 10 juillet 2024 pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposent au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Les communiqués est signé Michel Moussaka Maïlenke, directeur général de la DGRK. Plus de 350 personnes formées par la Fondation Francis Tshibala ont achevé le lundi 1er juillet leur formation en informatique, esthétique, coiffure, auto-école, cours de langue et autres. La cérémonie de remise des brevets à ces lauréats a eu lieu dans la commune de Massina en présence du président de cette structure, le député national Francis Tshibala, qui promet d'étendre cette initiative dans d'autres communes de la capitale congolaise. C'est dans le but de lutter contre la pauvreté, la marginalisation et promouvoir les objectifs de développement durable que la Fondation Francis Tshibala a formé plus de 350 personnes dans différents métiers. Elles ont été formées par les centres d'apprentissage et de formation des métiers à Massina durant plusieurs mois en informatique, esthétique, coiffure, make-up, auto-école, cours des langues et autres. La cérémonie des remises des brevets aux lauréats s'est déroulée en présence du numéro 1 de cette fondation et autres invités des marques. Après quelques mots des circonstances, tous les participants ont reçu leur brevet des formations. Ils ont été exhortés à mettre en pratique et améliorer les connaissances apprises. Très heureux parce que l'enfant qu'on a vu naître est en train de grandir. À ce jour, nous en sommes à notre 5e promotion. 4e et 5e promotion. Et je crois que tous les habitants sont dans les bon côté. Mais on a le bezalika que la sengi merci. Formateur la biso
ba formateur o bazalaka toujours na biso. Malgré ba difficulté, batiki biso te pendant première promotion toujours continuer. Et c'est ça le plus important. Les lauréats ont eu des mots justes pour remercier les organisateurs pour l'initiative. Je tiens d'abord à remercier notre honorable Francis Balabala Liko Fiachango pour la formation parce que nous avons eu à apprendre gratuitement et je suis bénéficiaire là-bas de la formation. Ça fait maintenant la 3e année, donc je continue toujours à apprendre et je suis vraiment contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici et sont maintenant professeurs qui ont eu aussi à prendre des cours comme nous et sont maintenant professeurs. C'est pourquoi je les remercie. Je suis vraiment contente. Je dis un grand merci à Dieu pour ces formations que je viens de faire. C'est grâce à l'honorable que je suis appelé aussi un chauffeur. Je suis appelé un chauffeur de formation. Je dis un grand merci à Francis Balabala pour ses œuvres qu'il fait dans notre pays, dans notre commune, dans notre district. Je dis un grand merci, que Dieu puisse lui bénir. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui nous étonne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde de faire cela. Après avoir lui voté, il y a d'autres gens qui qui partent sans toutefois revenir et faire quelque chose. Mais lui, il a montré la bonne volonté de pouvoir faire quelque chose pour nous. Dans une ambiance et convivialité, cet événement s'est clôturé par la remise de quelques cadeaux aux responsables de la fondation à Francis Balabala. Clôturons cette édition d'information par cette information en sport. Qualifié pour la Ligue des champions de la CAF, l'AS Maniema Union de Kindu a démarré le lundi à Kinshasa la préparation pour la saison sportive 2024-2025. Les Kalembeleme Boys ont une séance d'entraînement au stade Tata Raphaël avec un noyau composé des anciens joueurs et les 5 recrues sous l'égide du coach Papi Kimoto. Nous, on est très contents, on a repris le travail dans la joie et l'ambiance, il y a l'envie, on est très contents de commencer. Oui, on a recruté seulement ici au Congo, j'ai pas envie d'aller recruter ailleurs. On a recruté chez Don Bosco, on a recruté chez Blessing, DSMP, ainsi que Kouya et MK. Voilà nos recrues, pour l'instant, ils sont au nombre de 6. Exactement, je prends le football joué par les Congolais et gagné aussi par les Congolais. Il faut faire confiance aux footballeurs congolais, il faut faire confiance aux main-d'œuvre. Donc nous, les entraîneurs congolais, on maîtrise aussi nos moyens et nos métiers. C'est pas parce que si vous avez le moyen, vous avez la possibilité de jouer la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, il faut aller recruter ailleurs. Non, moi je suis d'abord un Congolais et je vais défendre la corporation congolaise et les joueurs congolais. On a déjà élaboré un plan de travail. D'aujourd'hui le 1er au 16 août ou au 18 août, où il y a les premiers tours préliminaires. On ne connaît pas encore l'adversaire, mais il y a 3 périodes de préparation qui est 15 jours. Dans ces périodes-là, on est en capacité d'endurance. Endurance fondamentale, renforcement musculaire ainsi que la mobilité. Donc pendant 15 jours, l'accent sera mis par là et travaille tout aspect tactique, physique, technique et ainsi que le mental. Madame, Monsieur, ce n'est fini pour cette édition d'information sur Actu 30 Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité récente continue sur les www.actu30.cd. Au revoir.